Alors nous avons maintenant Nicolas Herbeau, qui vient de Dublin spécialement, qui va nous présenter voilà, une étude de cas concrète d'utilisation de la blockchain. Merci Nicolas. Merci. Ouais. Alors bonjour, bonjour à tous, merci à Benoît et à toute l'équipe de me recevoir. Du coup, ouais, comme il a dit, moi je suis chercheur, donc doctorant à l'université de Bordeaux-Labrie, actuellement à Dublin, et je suis quelqu'un qui vient du réseau, c'est-à-dire mes intérêts particuliers, c'est Internet, son architecture, la façon dont les données transitent, et puis quels sont tous les acteurs qui participent à son écosystème. Et du coup, hop là, dans ce cas-là, eh bien, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est la livraison de contenu multimédia, donc notamment la vidéo à la demande. Et on a regardé comment est-ce que la blockchain pouvait être un outil pour nous aider à combattre certains problèmes au niveau à la fois de l'écosystème, de la distribution de contenu, mais aussi du point de vue du réseau. Donc il y a ces deux cas-là. Et c'est une grande chance pour moi de vous parler de ce sujet, parce que du coup, comme vous êtes des professionnels, vous allez pouvoir me dire si ce que je raconte, ça a un intérêt pour vous ou pas. Donc c'est de la recherche, donc c'est quelque chose, c'est un matériel vivant, c'est un papier qu'on a écrit avec mon directeur de thèse. Et voilà, j'aimerais bien aussi avoir votre retour sur ce que je présente. Bon, déjà, il y a un truc qui est assez impressionnant, c'est que aujourd'hui, Cisco a publié, enfin, il y a quelques années, Cisco a publié une étude qui nous dit que 82% du trafic sur Internet sera de la vidéo en 2020. Aujourd'hui, on est un peu moins de 50%, ou aux alentours de 50%, mais qu'est-ce que ça a comme impact au niveau du réseau? Ben, ça veut dire qu'aujourd'hui, Internet est en train de devenir un réseau purement de livraison de contenu multimédia, donc de vidéos en ligne, de YouTube, de Netflix, de Spotify, etc. Et du coup, avoir un cas d'utilisation qui occupe 82% de la bande passante, eh bien, ça va avoir un impact très important sur le réseau, parce que le réseau va devoir s'adapter afin d'offrir la qualité de service que les utilisateurs attendent. Les utilisateurs, ils veulent pouvoir accéder à leurs vidéos à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, avec une qualité qui est proche, voire supérieure à celle qu'on peut trouver sur les écrans de télé. Et du coup, ça crée un phénomène qui est un phénomène d'ossification d'Internet. Donc ossification, ça veut dire que au fur et à mesure où on va prendre des mesures pour faire en sorte que le réseau soit de plus en plus efficace pour livrer du contenu, eh bien, ces mesures vont faire en sorte que le réseau va être de plus en plus difficile à maintenir pour rajouter des nouveaux services, puisqu'il va être de plus en plus spécialisé. Donc la surspécialisation du réseau Internet, par le déploiement de caches, par exemple, pas très loin des utilisateurs, ou par le dimensionnement des tuyaux par lesquels poussent les données, ça pose un risque concret du point de vue du réseau, parce qu'il va devenir de moins en moins agile, on va dire. Et aujourd'hui, Internet a été agile entre son inception et maintenant. Imaginez-vous tous les nouveaux services qui ont été déployés sur Internet. Internet a toujours été capable d'encaisser. Donc ça, c'est un risque. La deuxième problème avec la diffusion de contenu, notamment de vidéos sur Internet, c'est qu'on a une concentration verticale de la filière. Donc on a montré ces 6 zones de compétition. Donc ces 6 maillons en fait, de la filière de chaîne de valeur de livraison de contenu. Donc on a le matériel, on a la personnalisation du contenu, donc qui va me dire, donc le matériel c'est comment est-ce que je vais regarder le contenu, la personnalisation, qui va me dire quel contenu regarder, parce que souvent les gens ils se laissent un peu pousser le contenu vers eux et ils vont pas forcément le chercher, donc c'est quand même assez important. Ensuite le catalogue de contenu, c'est qui va produire le contenu que je vais regarder. Ensuite, excusez-moi. Ensuite, les fournisseurs de contenu, c'est qui va me vendre l'accès au contenu, donc c'est Netflix, YouTube, etc. Ensuite, on a les intermédiaires techniques qui permettent au contenu d'avoir la qualité que vous attendez quand vous allez le regarder sur votre ordinateur. Et au final, les fournisseurs d'accès qui vont vous fournir les tuyaux qui vont vous permettre de recevoir le contenu. Et donc, si on regarde Netflix, par exemple, eh bien, on voit qu'ils détiennent 4 maillons de cette chaîne. Ils ne détiennent pas de matériel, ils détiennent leur outil de recommandation. Donc, et donc c'est un outil de recommandation qui marche très très bien, puisqu'il va vous forcer et va vous pousser des nouveaux contenus et vous allez toujours vouloir avoir tendance à regarder les contenus qu'il va vous proposer. Et donc ça vous maintient à l'intérieur de ce truc-là. Donc ils ont leur propre catalogue. Aujourd'hui, ils produisent du contenu, notamment des séries même françaises. Donc c'est eux qui sont les fournisseurs de contenu. Et en termes d'intermédiaires techniques, il y a quelques années, ils utilisaient des intermédiaires techniques, on appelle ça des CDN. Donc c'est des gens qu'ils payaient pour pouvoir
pour pouvoir, on va dire, livrer le contenu avec la bonne qualité. Aujourd'hui, ils ont dit, bah, on se débarrasse de tous les CDN et on va faire ça directement nous. Donc vous voyez que là, il y a quatre maillons qui sont fermés. Si on regarde Apple, eh bien, on a un nouveau maillon, c'est le maillon du matériel. Vous avez votre Apple Télé, dessus vous allez utiliser Genius pour vous pousser le contenu, vous allez avoir le catalogue d'Apple, vous allez avoir la consommation, vous avez payé avec iTunes, et puis ils ont aussi des réseaux CDN. Encore plus fort, on peut parler de Google, où cette fois-ci, on a l'intégralité de tous les maillons qui peuvent être contrôlés. Parce que vous avez donc toutes les technologies Android et Chromecast qui vous permettent de consommer du média. Moi, par exemple, je regarde qu'avec mon Chromecast les contenus. Donc, déjà, il y a ce matériel-là. Ensuite, vous allez avoir tous les moteurs de recommandation de Google, vous allez avoir le catalogue de YouTube. Et donc là, ils n'ont même pas besoin d'investir de l'argent pour produire le contenu, puisque c'est vous qui le produisez le contenu. D'accord. Donc ensuite, vous avez les plateformes d'achat, le Play, Movie, ils ont leur propre CDN et ils ont aussi, dans certaines villes aux États-Unis, Google Fiber, donc vous êtes fournisseur d'accès, et là vous avez entièrement verrouillé toutes les zones de marché. Donc nous, on a regardé les principales zones qui sont à risque de concentration. Donc pour nous, c'est la personnalisation du contenu, le fournisseur de contenu, l'aspect intermédiaire technique et le fournisseur d'accès. Donc nous, on a peur que tout ça soit contrôlé par une seule entité, ou en tout cas une oligopole, un petit groupe d'entités, et du coup qui verrouille le marché, que le marché devienne moins ouvert, et du coup qu'on ait un risque sur le réseau. Donc les deux questions à laquelle on a envie de répondre, c'est d'une part, comment est-ce qu'on fait pour conserver un réseau sain et capable d'évoluer? Donc comment faire en sorte que le réseau, en dépit du fait que 82% des octets qui passent, ce soit... Je ne sais pas pourquoi ça bouge. 80% des octets qui passent, ce soit de la vidéo à la demande, donc on a envie d'avoir un réseau sain, et on veut aussi avoir une filière qui est compétitive, et donc basée sur un écosystème qui soit fair ou équitable pour tous les acteurs. Donc notre idée, elle se déroule en trois étapes. La première étape, c'est mettre en place un environnement de collaboration, et ça, on a estimé que la blockchain était un très bon outil pour nous permettre de mettre en place cette collaboration. Ensuite, voilà, donc on a utilisé une technologie qui s'appelle Hyperledger, qui est une technologie d'IBM, mais qui est une technologie open source, qui est dans un projet Linux Foundation. Et donc on a étudié un scénario de diffusion de contenu vidéo comme Netflix par exemple. Donc voilà, ça c'est nos trois idées. Maintenant je vais développer ces trois points. Donc le streaming aujourd'hui c'est quoi? On a trois utilisateurs, Alice, Bob et Charlie par exemple. Ils veulent regarder tous le même épisode de Big Bang Theory. Donc ils veulent avoir une session de streaming. Cette session de streaming-là, eh bien, elle va être constituée du triplet gagnant, fournisseur de contenu, CDN, donc intermédiaire technique, et fournisseur d'accès à Internet. Alice, par exemple, a un abonnement Netflix, et donc son fournisseur de contenu, ça va être Netflix. Son CDN, ça va être par exemple Akamai, et son fournisseur d'accès, c'est Orange, parce qu'elle a une Livebox à la maison. Bob, quant à lui, pour le même contenu, va passer par HBO, par exemple, va passer par la solution CDN d'Orange et par le fournisseur d'accès Orange, par exemple. Charlie, quant à lui, il va passer par un autre fournisseur de contenu, par exemple Orange Cinéma Service, et au niveau du CDN, il pourrait très bien passer par des choses un peu innovantes, comme par exemple utiliser la box comme relais de CDN à la maison. Et donc voilà, tout l'objectif, c'est d'avoir ce triplet gagnant qui vous permet d'avoir votre session de streaming. Aujourd'hui, comment ça se passe les échanges financiers? Donc là, vous avez un schéma un peu complexe, mais ça vous montre tous les contrats qu'il y a entre tous les différents acteurs, parties prenantes de la session de contenu. Donc vous avez l'utilisateur qui va payer pour avoir ce contenu. Donc ça, c'est un fournisseur de contenu que j'aime bien, qui s'appelle Tank, qui est du documentaire d'auteur à la demande. Donc moi, je suis abonné à ça. Donc il va donner de l'argent au fournisseur de contenu pour avoir accès au contenu. Le fournisseur de contenu, lui, va payer l'intermédiaire technique pour pouvoir donner le contenu avec la qualité suffisante à l'utilisateur. L'intermédiaire technique va payer le fournisseur d'accès pour avoir de la connectivité. Donc payer, après, ça peut être aussi des solutions non payantes, mais en grosso modo, il y a un échange, en tout cas un échange financier qui se passe par là. Et on a l'utilisateur qui va payer son fournisseur d'accès pour avoir de la connectivité. Voilà. Et donc voilà, on a cet écosystème-là qui est... donc on a des multiples contrats entre tous les acteurs. Et chose qui est impossible à faire, c'est impossible de garantir la qualité. Pourquoi? Parce que la qualité ne peut être garantie que si on a une gestion technique de bout en bout. Donc aujourd'hui, tous les fournisseurs d'accès, si vous avez de la vidéo à la demande, par Internet, il est impossible aujourd'hui, avec la technique, de vous garantir la qualité.
Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre en place un environnement qui permet d'avoir à la fois la collaboration entre différents acteurs, parce qu'il faut qu'on arrive à avoir le triplet gagnant qui nous permet de vous fournir votre session de streaming, mais on veut aussi injecter un peu de compétition, parce que la compétition, c'est bien à la fois pour l'utilisateur final et pour tous les acteurs de la chaîne de service. Donc par exemple, les fournisseurs de contenu, on peut imaginer qu'un utilisateur, au lieu de faire confiance uniquement à son fournisseur de contenu, préféré, Netflix par exemple, il va dire je veux regarder Big Bang Theory. Maintenant, il y a plein de fournisseurs de contenu qui me proposent cette même série. Ils vont avoir une compétition entre eux pour savoir quel est le fournisseur de contenu qui a le contenu disponible avec la bonne qualité, etc. Et on va choisir le meilleur. Le meilleur, ça va être celui qui va être le moins cher, par exemple. Ensuite, pour le fournisseur de contenu, on va avoir le même principe. Plusieurs intermédiaires techniques sont disponibles pour vous fournir le contenu. Mince. Donc plusieurs intermédiaires techniques sont disponibles pour vous fournir le contenu. On va choisir le meilleur, celui qui a la meilleure connectivité, par exemple, avec l'utilisateur final. Idem pour le FAI. Et donc on a ce triplet gagnant, fournisseur de contenu, CDN et FAI, qui va fournir en fait le service. Donc notre objectif, c'est de démontrer qu'avec la blockchain, ce service peut être donné à la fois avec une excellente qualité pour l'utilisateur, mais aussi avec un coût le plus faible possible, en faisant jouer la compétition entre les différents acteurs des différentes couches. Donc avec ce système-là, on voit qu'on a un contrat unique qui va joindre à la fois l'utilisateur, le fournisseur de contenu, l'intermédiaire technique et le fournisseur d'accès. Donc ce contrat en fait, on va avoir l'utilisateur qui va effectivement donner de l'argent à la session de contenu, et on a le fournisseur de contenu qui va à la fois donner, récupérer de l'argent, l'intermédiaire technique, etc., et le fournisseur d'accès. Donc au lieu d'avoir quelque chose qui est finalement décentralisé avec des contrats de gré à gré entre chaque utilisateur, enfin de gré à gré en tout cas, des contrats entre chaque utilisateur, ce qu'on voudrait, c'est avoir un contrat basé sur une session de contenu. Et à l'intérieur de ce contrat, on pourrait avoir par exemple l'utilisateur, il va payer 6 € pour accéder à son contenu. L'intermédiaire, le fournisseur d'accès, il va recevoir sur ces 6 €, il va recevoir 1 € parce qu'il a garanti la qualité par exemple. L'intermédiaire technique va recevoir 2 € parce qu'il aura stocké le contenu et il l'aura mis à disposition du utilisateur. Et le fournisseur de contenu, lui, il va être payé 3 € et ensuite il va le redistribuer aux ayants droit de son catalogue. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que sur ce contrat-là, qui en fait est un contrat basé sur la session, on a à chaque fois des conditions qui s'appliquent. Et donc, si jamais il y a un des acteurs qui manque à ces conditions, par exemple, le fournisseur d'accès n'a pas suffisamment de bande passante, ou l'intermédiaire technique n'a pas le fichier, ou le fournisseur de contenu ne peut pas donner le contenu souhaité, eh bien, ces conditions vont faire que la rétribution de chaque acteur va être par exemple diminuée, ou on va avoir des pénalités qui peuvent s'appliquer. On peut imaginer n'importe quel processus métier de la distribution de contenu que vous pouvez imaginer basé sur ces smart contracts. Donc maintenant, la question qu'on a, c'est si on devait construire ces smart contracts avec Bitcoin, on devrait attendre 10 minutes avant d'obtenir le moins de contrats, et sachant qu'il y a plein d'acteurs qui sont en jeu. Donc ce qui va se passer, c'est que nous, on a une chaîne de création de smart contracts qui est la suivante. Donc on a l'utilisateur qui est tout en haut. L'utilisateur, lui, il va créer ce qu'on appelle un contrat de courtage. L'utilisateur va dire, moi je vais regarder Big Bang Theory avec telle qualité en 720p par exemple, avec une très bonne qualité, sous-titré en anglais et en langue anglaise par exemple. Donc il va publier ça sur la blockchain, donc il va publier ce contrat-là. Les fournisseurs de contenu, eux, sont connectés à la blockchain, et donc dès qu'il y a un nouveau contrat de courtage qui est publié, eh bien, ils vont voir si ils ont le contenu à l'intérieur de leur catalogue. Si c'est le cas, eh bien, ils vont publier un nouveau contrat qui va être lié avec ce contrat de courtage. Quand je dis publier, ça veut dire que ça va être inscrit à l'intérieur de la blockchain. D'accord ? Donc c'est un engagement du fournisseur d'accès de dire je vais effectivement avoir un contrat de licence. Donc il va publier ce contrat de licence, il va dire voilà, moi j'ai le droit de te donner accès à ce contenu, je vais te demander tel prix en licence, et je veux être facturé tel montant maximum, par exemple, pour la livraison à l'utilisateur final. De la même manière, ce contenu-là est publié sur la blockchain, les CDN, les intermédiaires techniques, ont accès à la blockchain,
Et donc, dès que des contrats de licence sont publiés, si jamais les CDN peuvent y répondre, décidément, eh bien, ils vont répondre par des contrats de livraison. Donc, tous ces contrats-là sont publiés sur la blockchain. Et au final, le contrat de courtage, ici, au bout d'un certain temps, va aller récupérer tous les contrats de livraison qui correspondent à la demande de l'utilisateur. Il va choisir le meilleur. Donc il va choisir le moins 10 ans. Donc il va prendre le contrat de livraison qui est le moins cher. Il va faire un arbitrage très simple. Et donc ça veut dire que chaque utilisateur, chaque couche en fait, va rentrer en compétition et à la fin, tous les contrats vont être agrégés et chaque partie prenante va s'engager à respecter sa part du contrat. Maintenant, si vous demandez à regarder un épisode et que vous attendez un quart d'heure, 20 minutes ou une demi-heure pour avoir l'épisode, ça ne va pas le faire en termes de qualité d'expérience. Donc ce qu'on veut, c'est avoir une qualité d'expérience assez bonne, ou en tout cas équivalente à ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, entre le moment où l'utilisateur crée son contrat de courtage et le moment où on a le contrat de livraison, où on a choisi en fait le meilleur contrat de livraison, on a décidé qu'il ne fallait pas plus de 3 secondes. Si on dépasse 3 secondes, c'est-à-dire que la qualité d'expérience n'est pas suffisante, et donc le système ne marche pas. Donc nous, on a fait des expérimentations avec Hyperledger Fabric, donc qui est une blockchain permissionnée, c'est-à-dire tous les gens intérieurs du réseau se connaissent. Et on a branché des CDN, des utilisateurs, des fournisseurs de contenu sur chacun des nœuds à l'intérieur du réseau. Tous les contrats étaient attachés à chacun des nœuds, et on a fait en sorte que les utilisateurs envoient plein de requêtes, que les fournisseurs de contenu envoient plein de réponses, et les CDN envoient plein de réponses aussi. Et on a attendu que le réseau converge au travers d'un algorithme de consensus qui s'appelle PBFT. Et nos résultats initiaux, ce qu'on a, c'est que pour l'instant, avec l'état du code qu'on a actuellement, si on est en dessous des 150 intermédiaires techniques, donc 150 CDN, on arrive en dessous de la barre des 3 secondes. Donc c'est plutôt encourageant. Donc dans les prochaines étapes, on va essayer d'augmenter le nombre de CDN et augmenter le nombre de nœuds de validation pour permettre de faire en sorte que cette courbe-là, elle soit tirée vers le bas pour avoir la meilleure expérience utilisateur possible. Donc la blockchain dans tout ça, pour construire un écosystème, donc là on a le fameux Trust Machine de The Economist, c'est un vecteur de confiance dans la collaboration numérique. Donc ça c'est important que tous les utilisateurs de la blockchain puissent avoir confiance les uns dans les autres, être sûr que le système est fair, et équilibré pour chacun des acteurs. Et les smart contracts, eux ils sont capables d'exprimer des processus business assez complexes, comme le processus business qu'on a vu, et ils accélèrent les échanges. Et nous, on les a développés, c'était quand même quelque chose d'assez simple à développer. Donc les prochaines étapes pour notre recherche, donc ça c'est un papier qu'on a soumis, on attend de voir si ça va être validé ou pas. Prochaines étapes, c'est on va faire des études juridiques au niveau de cette solution, pour voir si effectivement un smart contract, comment est-ce que le droit s'applique comment le droit s'applique au smart contract. On voudrait aussi implémenter un prototype un peu plus élaboré, et pourquoi pas poursuivre ces recherches dans un cadre industriel. Voilà, et donc pour faire ça, moi je suis en dernière année de thèse, et donc pour faire ça, on a besoin de financement aussi. Donc si jamais il y a parmi des gens d'entre vous qui ont des financements pour travailler avec nous sur ce genre de problématiques, sachant que ce papier-là a été écrit avec des financements aussi européens, puisque c'était un projet FP7, et bien nous on est intéressés. Donc voilà, si vous avez des questions, des retours, si vous pensez que je peux y répondre. Merci Nicolas. Merci. J'en profite pour rappeler qu'est-ce qui est dans la blockchain et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que la blockchain aujourd'hui, elle fait, par exemple pour le Bitcoin, la taille c'est combien de gigas ? 80 gigaoctets, donc ça augmente petit à petit, mais le principe c'est qu'on ne met pas tout dans la blockchain. Donc tant qu'on parle de transactions financières, c'est tout petit, c'est pas un problème. Antoine, tu me diras si c'est pas bon. Les smart contracts, les scripts des smart contracts peuvent être dans la blockchain. Par contre là, on est en train de parler de données beaucoup plus grosses, donc c'est peut-être l'occasion, Nicolas, de préciser qu'est-ce qui est dans la blockchain et qu'est-ce qui est à côté, où est-ce que c'est, comment il fait le lien. D'accord. Hop là.
Donc en fait, dans la blockchain, on a uniquement les smart contracts, hein. Les contenus, les contenus vidéo, ils restent hébergés par cet acteur-là, par exemple. Donc à l'intérieur de la blockchain, on a juste, grosso modo, pour chaque contrat, on a ces informations, c'est-à-dire l'idée du contrat, le prix maximum, voilà, ce genre de choses. Donc on n'a pas des données non plus monstrueuses à l'intérieur de la blockchain. Par contre, on a plein de contrats qui sont publiés, et donc on a besoin de plein de blocs. Et comme on a besoin de plein de blocs, on a besoin d'une blockchain performante. Et comme on a besoin d'une blockchain performante, il faut qu'on passe par une blockchain permissionnée. Bonjour, j'ai une question, mais elle est peut-être pour le panel SACEM, je ne sais pas. Est-ce que ça induit les contrats blockchain à une espèce d'uniformisation des contrats, c'est-à-dire des contenus des contrats? Est-ce que les spécificités, parce que moi je réfléchis quand on fait des contrats avec des auteurs ou des contrats avec les différents intermédiaires de la chaîne, ils ne sont pas tous pareils. Est-ce que pour que ça fonctionne, il faut, et je pensais le mot de licence légale, est-ce qu'il faut une espèce de systématisme, d'automatisation, mais de simplification, ou bien on pourra, il y aura toujours cette possibilité d'avoir des clauses particulières. D'accord. Eh bien, en fait, les contrats si on a un contrat qui est informatique, il doit répondre à il doit avoir un certain formalisme, donc on appelle ça une ontologie. Et donc à l'intérieur de ce formalisme-là, on va pouvoir mettre toutes les spécificités de votre métier. Alors moi, voilà, je suis pas dans l'audiovisuel, donc c'est pas mon métier, donc je peux pas dire quelles sont toutes les clauses qu'on a besoin de mettre. Je sais simplement, comme je fais du réseau, que par exemple, pour la livraison de contenu, eh bien, je sais que là, les clauses qui vont s'appliquer, ça va être il faut avoir un débit minimum et un délai maximum pour livrer le contenu. Donc moi, je sais le faire en termes de technique. Par contre, après, en termes de contrat avec les ayants droit, il faut qu'on travaille avec vous pour savoir quelle est la bonne ontologie, donc quel est le bon formalisme des contrats. Et après, on espère d'avoir effectivement des contrats standards où on n'a plus qu'à cocher des cases et à mettre des montants. Ça, ce serait l'idéal. S'il y a d'autres questions, Damien, par rapport à ton projet, non, t'as pas de... Bonjour, je m'appelle Damien Cadreau, j'ai un projet qui s'appelle Senso, qui est l'idée d'avoir une plateforme de diffusion du spectacle vivant appuyée sur la blockchain, puisqu'on s'est rendu compte dans notre projet qu'une des grandes problématiques était effectivement de pouvoir redistribuer très facilement ce qu'on pouvait gagner en diffusant des spectacles vivants, mais comment on pouvait le redistribuer de manière vraiment en toute équité aux ayants droit. Et donc votre projet est très intéressant parce qu'il décrit bien toutes les phases effectivement de structure de la blockchain. Maintenant, nous, l'idée c'est d'intéresser directement les artistes à la blockchain de manière à ce qu'ils soient rétribués sans intermédiaire. Et c'est une question que vous abordez pas spécialement non plus. Oui, effectivement. En fait, si on doit transposer cette proposition, par exemple, à votre cas, au lieu d'avoir des gens qui s'occupent de distribuer le contenu ou des intermédiaires techniques, on aurait, par exemple, j'imagine, le propriétaire de la salle, ou le directeur de la compagnie, ou les producteurs, ou chacun des acteurs, ce genre de choses. Et voilà, c'est une question qui revient à formaliser. C'est un peu comme la réponse que je vous ai faite, à formaliser quel type de contrat peut être mis en place là-dessus. Et du coup, nous on pense que puisque ces contrats sont, donc en termes techniques, ils sont Turing complete, ça veut dire qu'ils arrivent à exprimer, ils ont un pouvoir d'expression très très fort par rapport à Bitcoin justement, où il n'y a pratiquement aucun pouvoir d'expression. On doit pouvoir mettre toute l'intelligence qu'on veut dedans. Et donc il suffit de discuter avec des professionnels et essayer de voir un peu comment est-ce qu'on peut formaliser ces contrats pour répondre à vos attentes particulières. Non, vous avez répondu à mes questions. Autre question? Donc on va passer à la dernière présentation. Merci Nicolas. On va passer à la dernière présentation avant la table ronde.